Travailler avec les espions, dans l'espionnage, c'est très intéressant. C'est bien plus passionnant que ce qu'on lit dans les livres. Si je vois un visage et 2 rues après je vois le même, je commence à me méfier. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ici ce type? Il y a des gens, quand on parle d'espions, ils disent « Oh là là !» Bah non. C'est un travail. J'ouvre le livre, je tourne les pages, les charges se connectent et ça explose. Depuis plus d'un demi-siècle, Israéliens et Palestiniens s'affrontent. Ce conflit qui oppose 2 peuples pour des territoires que chacun revendique a pris bien des visages. Le moins connu, mais le plus marquant, est celui de la guerre secrète, celui des hommes de l'ombre. L'histoire des combattants de l'ombre commence vraiment au lendemain de la guerre des 6 jours, en 1967. Chez Uzi Namaimi, les services secrets, c'était une affaire de famille. Son père était un haut responsable des renseignements militaires israéliens. Uzi était encore adolescent. Mon père avait rapporté une mitraillette à la maison. À l'époque, c'était toujours des modèles modernes et de très bonne qualité. Une Kalachnikov russe. Et moi, je paradais avec cette mitraillette, comme pourraient le faire aujourd'hui des gamins palestiniens. C'était comme une aventure. C'était génial. Mais tous les Israéliens étaient un peu trop enivrés par la victoire. Pour les uns, c'est l'euphorie d'une victoire facile. Pour les autres, l'humiliation de la défaite et l'exode. Ils sont des milliers à passer en Jordanie par le pont Allenby, effondré par les bombes. Bientôt, ils s'entasseront dans les camps de réfugiés. Jérusalem est aux Israéliens. Après l'exultation, c'est l'émotion. Les Juifs retrouvent le mur des lamentations dont l'accès leur était interdit depuis 1948. Fils de l'une des plus grandes familles de Jérusalem, Faisal El-Husseini rentre clandestinement de Syrie où il était élève officier. Il va devenir un grand négociateur de l'ombre. Je traverse la frontière sans aucune pièce d'identité et j'atteins Jérusalem sans qu'aucun Israélien me demande où je vais. Quelques semaines après, je rencontre Yasser Arafat à Ramallah. Nous avons alors une discussion à propos de l'avenir. J'étais convaincu que nous devions commencer une démarche politique et nouer des liens, par exemple prendre contact politiquement avec les Israéliens. Si ça n'aboutissait pas, nous pourrions toujours revenir à la lutte armée. Yasser Arafat m'a dit que ça lui paraissait juste, mais pourquoi ne pas nous préparer en même temps, dès maintenant, à la lutte armée? Et il m'a demandé, puisque j'étais officier, je connais les armes, de prendre en charge l'entraînement de quelques militants. Yasser Arafat, alias Abu Ammar. Le monde ne connaît pas encore ce visage qui fera bientôt la couverture des magazines. Chef du Fatah, désormais le plus important des mouvements palestiniens, il est venu réorganiser les réseaux clandestins que la sécurité israélienne, le fameux Shin Bet, démantèle les uns après les autres. Le Shin Bet est très efficace. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les arrestations se succèdent. Dans les villes, l'organisation clandestine cède alors la place aux incursions de petits groupes armés qui viennent du Liban et surtout de Jordanie. La guerre a pris sa forme obscure. Infiltration, attaques surprises contre les kibboutz frontaliers et les postes militaires israéliens, coups de main,
Sabotage. Cette période des coups de main reste un souvenir de combat facile pour cet homme qui faisait partie d'une unité d'élite chargée d'intercepter les commandos infiltrés. C'était si peu sophistiqué, ils étaient si mal entraînés et si peu organisés qu'on les attrapait tous. Très souvent, je n'avais même pas à les tuer. Alors je les attrapais. Ton ennemi, essaie de le faire prisonnier, pas de le tuer. Pourtant, en 1968, les Israéliens attaquent la grande concentration de combattants palestiniens de Karameh en Jordanie. 21 morts israéliens, 150 morts palestiniens, mais pour le Fatah qui a osé tenir tête, c'est déjà une victoire, et les recrues affluent. Parmi elles, beaucoup d'agents israéliens ou jordaniens. Il faut donc organiser la sécurité. Ancien professeur de mathématiques, Abu Daoud est devenu l'un des Palestiniens les plus recherchés par la sécurité israélienne. Il a fait partie du premier contingent de militants formés à la guerre du renseignement par les services secrets égyptiens. On a réalisé que les services de renseignement israéliens nous avaient infiltrés. Ça leur avait permis de porter des coups très durs contre nos bases. Donc, pour commencer, on a privilégié une organisation rationnelle contre ces infiltrations. Dans un deuxième temps, on a construit un dispositif de défense active, comme on dit dans les services de sécurité. C'est Abou Iyad qui a conçu tout cela. Abou Iyad, l'un des 3 fondateurs du Fatah, avec Yasser Arafat et Abu Jihad. Pendant 20 ans, il sera le patron des activités secrètes palestiniennes. Au départ, on était un groupe de 10. Ensemble, on a d'abord conçu un plan d'organisation pour le contre-espionnage autour de nos bases. Et après, un plan pour l'espionnage actif de l'ennemi. Ensuite, on a organisé l'ensemble en 4 branches. Une branche espionnage, une branche renseignement, une branche études et une branche sécurité des agents. Et on a désigné un responsable pour chaque branche. C'était une organisation très simple, mais elle nous a permis de lancer de bonnes contre-offensives et d'infliger des pertes aux Israéliens. En même temps, on a pu commencer à faire du renseignement de manière vraiment efficace. Les Israéliens, jamais ils n'auraient imaginé qu'on pouvait ainsi les contrer. Pensez donc le Mossad, ce grand mythe. Le Mossad pour l'espionnage, le Shin Bet pour le contre-espionnage et l'Aman pour l'armée, les services de renseignement israéliens sont célèbres dans le monde entier. Les 3 agences israéliennes recrutent des agents, arabes ou non arabes. Le Mossad recrute en dehors d'Israël. La sécurité intérieure, le Shin Bet, recrute des agents pour qu'ils travaillent dans les territoires occupés. Et les renseignements militaires recrutent surtout dans les territoires occupés des agents qui recruteront à leur tour dans les armées des pays arabes voisins. L'agent secret, l'espion, ça fascine beaucoup de gens partout dans le monde. Il faut quand même le savoir, ça ne représente qu'une toute petite partie de l'information qu'un État recueille. C'est vrai pour tous les pays, mais spécialement pour Israël. Aujourd'hui, plus de 90% de cette information est apportée par des moyens électroniques, c'est-à-dire
les écoutes téléphoniques, l'exploitation de données informatiques, etc. Mais si l'on est suffisamment habile et chanceux pour recruter le bon agent, placé au bon endroit, alors là, ça paye plus que les 90% restants. Le savoir-faire des services israéliens, c'est une culture du renseignement façonnée depuis des décennies. Les Palestiniens, eux, ont dû en acquérir les rudiments en formation accélérée. Zakaria Balaoucha a fait l'essentiel de sa carrière dans les services de sécurité palestiniens. C'est en quelque sorte un super flic, l'homme des missions très délicates. Dès le départ, la formation de nos hommes a été mixte. Nous avions bien observé les services de sécurité jordaniens. Ils avaient des méthodes très rationnelles qui venaient de leur formation allemande et américaine. Ils n'étaient pas tendres avec nous, ils ne nous ménageaient pas. Mais nous apprenions beaucoup de leurs méthodes d'investigation, ça nous permettait de comprendre les fondamentaux. Ensuite, un groupe est parti se former en Irak. Eux, c'est l'école britannique. Un groupe est allé en Syrie, c'est l'école française. Un groupe est allé en Algérie. Et pour la première fois, je peux vous révéler qu'un groupe très spécial s'est entraîné au Maroc, du temps du général Oufkir. Comme ça, nous avons fini par mettre en place notre propre école. Les services israéliens ont beaucoup d'avance, pour longtemps encore. Mais désormais, ils vont devoir compter avec les Palestiniens. C'était la guerre secrète entre Israéliens et Palestiniens, à l'intérieur des territoires occupés, et aussi à l'extérieur. Ils essayaient de tuer autant d'Israéliens qu'ils pouvaient. Et de l'autre côté, nous, les Israéliens, on essayait aussi de tuer autant de Palestiniens que l'on pouvait. C'est devenu un cercle vicieux. Des attaques, des assassinats, des contre-assassinats. C'était une guerre terrible. Rares sont les portes restées ouvertes sur la paix. En 1969, Faisal El-Husseini reçoit une proposition inattendue. Des Israéliens m'ont contacté. C'étaient des gens du Mossad. Ils voulaient que je leur trouve des interlocuteurs palestiniens. Moi, j'ai suggéré le Fatah. Ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à cela, mais j'étais inquiet. Je craignais que de telles négociations puissent faire accuser les Palestiniens de pactiser avec l'ennemi. Je m'en suis clairement ouvert à Yasser Arafat et à Abou Yad, qui m'ont dit oui, on partage cette analyse, c'est peut-être un piège. J'ai à nouveau rencontré les Israéliens et je leur ai posé des conditions. D'abord, vous négociez avec nous en tant que représentants du peuple palestinien, pas en tant que terroristes. Ensuite, vous stoppez l'implantation de colonies et vous acceptez de traiter nos prisonniers comme des prisonniers de guerre. De notre côté, nous arrêterons d'attaquer des civils. J'ai demandé s'ils refusaient de nous considérer comme des représentants du peuple palestinien. Ils ont dit non, ça c'est ok. Alors j'ai dit, si vous ne nous considérez pas comme des terroristes, vous devez considérer nos prisonniers comme des prisonniers de guerre. Et ça, ils l'ont refusé. Piège tendu ou occasion perdue. Et si la paix avait encore été possible? Désormais, les voies de la négociation vont se fermer pour près de 30 ans. Faisal El-Husseini replonge dans la clandestinité. Les Israéliens ont refusé de me donner une carte d'identité. Ils m'ont ordonné de quitter le pays. J'ai refusé de partir, alors j'ai passé 7 ans sans papier d'identité. J'ai appris l'hébreu. Quand je sortais de Jérusalem et que j'allais dans la partie israélienne de la ville, j'avais toujours des journaux en hébreu avec moi.
Je portais la barbe. Comme ça, j'ai réussi à éviter pas mal de problèmes avec les Israéliens. Au début des années 70, de telles images de détournement d'avions vont se multiplier car la guerre secrète s'affiche à la une des médias. Vaincus dans la guérilla, traqués par les services secrets israéliens, les Palestiniens se rabattent sur des actions qu'ils veulent spectaculaires, comme les détournements d'avions. Ils vont bientôt avoir leur pirate de l'air professionnel. Le plus célèbre, c'est une femme, Leila Khaled, la passionnariat du Front populaire de libération de la Palestine. J'ai été entraînée dans un des camps militaires du FPLP. Puis on m'a demandé de participer à une mission, un détournement d'avion, un avion américain. C'était en 1969. Lorsque nous survolions la Palestine, c'était la première fois que je voyais ma patrie. Ce fut un moment très émouvant. Je me suis mise à penser, pourquoi est-ce que je ne suis pas là-bas en bas? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'utilise la violence pour revenir chez moi? La deuxième fois, on m'a désigné parce que j'avais déjà une expérience. J'avais réussi le premier détournement. Je devais en faire un autre, encore plus dangereux. Un avion d'El Al. C'était très dangereux. J'ai dû changer de visage pour ne pas être reconnu. On m'a opéré. J'ai dit, ça ne fait rien. Je suis prête à mourir, alors avec quel visage? Ça m'est bien égal. Cette fois-ci, elle échouera et sera emprisonnée à Londres. Elle aurait dû participer dans le désert de Jordanie à la plus grande opération de piratage de l'air jamais réalisée jusque-là. Plusieurs avions de lignes occidentaux détournaient en même temps vers le désert jordanien. À Dawson's Field, un aéroport britannique désaffecté rebaptisé Aéroport de la Révolution, il y eut bientôt 3 avions de 3 compagnies différentes. L'organisateur, sur le terrain, c'était Bassam Abou Sharif. Nous avions là tous ces gens rassemblés. En tout, 800 passagers. Sur l'aéroport de la Révolution, en plein désert. L'objectif officiel était la libération de prisonniers palestiniens. Mais en réalité, c'était le début d'une nouvelle stratégie. Nous savions très bien que l'impact de ce type d'opération était sans doute négatif à 90%. C'est pour ça qu'aucun passager ne devait être tué ou même blessé. Ce que nous voulions, c'est que le monde entier soit sous le choc. L'idée de notre chef, Wadi Haddad, c'était qu'un détournement de plusieurs avions de différentes nations aurait un tel retentissement que tous les médias seraient obligés de couvrir ce que nous disions sur la cause palestinienne, sur les prisonniers palestiniens. Le concepteur de cette opération, c'est Wadi Haddad, le numéro 2 du FPLP. Il est le premier à avoir fait du terrorisme un outil de communication politique. Une autre de ses trouvailles sera de mettre en place un réseau de complicité à l'échelle internationale. Je peux vous dire que ça a impliqué beaucoup de gens, de toutes nationalités. Ça a commencé très probablement avec la rencontre des Allemands du groupe Baader-Meinhof à Amman, en Jordanie, en 1968. Ça, c'était l'une des directions. Mais on est allé encore plus loin. On s'est mis à recruter directement des Européens,
des latino-américains, etc., en tant que membre du Front populaire. Par exemple, Carlos, il a été recruté par le Front populaire. Il n'attendait pas seulement les recrues, il allait aussi les chercher. En 1968, j'ai passé 6 mois à Paris, après le mois de mai. Le joli mois de mai de Paris. Il y avait une ambiance révolutionnaire. J'ai eu des tas de rencontres avec plein de groupuscules. Je leur disais, je vous donne une chance de prouver votre sincérité révolutionnaire. Nous sommes en guerre contre Israël qui occupe notre patrie. Si vous voulez vraiment mettre en pratique vos idées révolutionnaires, venez. Ça a été le point de départ. Et ça a marché. Le premier camp que j'ai organisé pour les jeunes Européens, ils sont venus à 300. C'était en Jordanie en 1969. L'un des plus célèbres camps fut celui de Bedaoui. En 1971, Wadi Haddad y réunit la fine fleur des groupes palestiniens et de l'extrême gauche mondiale. Très peu d'entre eux devaient rester. Encore moins sont devenus de vrais combattants. Mais ils sont tous devenus, une fois rentrés en Europe, d'excellents propagandistes de notre cause, au sein des comités de solidarité palestine. Cette stratégie a fait de Wadi Haddad l'ennemi numéro 1, non seulement des Israéliens, mais de tous les gouvernements et des services spéciaux occidentaux. Et pourtant, il se déplaçait avec une grande aisance dans tous les pays. Parfois déguisé en prêtre ou en cardinal, parfois en joueur de golf, parfois en monsieur tout-le-monde. Une fois, il a même réservé une place dans un avion d'El Al. C'est pour ça qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent et fait beaucoup d'efforts pour le tuer. En 1970, la maison de Wadi Haddad a été bombardée. 6 roquettes, j'y étais. Ni Wadi Haddad ni moi-même n'avons été blessés. Sa femme et son fils, eux, l'ont été. Wadi Haddad est mort en 1978, officiellement d'un cancer. Bassam Abou Sharif est persuadé que les Israéliens l'ont tué. Ceux-ci ont toujours démenti. En Jordanie, les combattants palestiniens sont comme des poissons dans l'eau. Beaucoup trop pour le jeune roi Hussein qui s'est rapproché des Israéliens. Et après Dawson's Field, rien ne va plus. En septembre 1970, que les Palestiniens appelleront bientôt Septembre Noir, c'est l'affrontement, la répression, les massacres dans les camps palestiniens. Décimés, les Fédayines finissent par quitter la Jordanie. Pour la première fois, ce sont des Arabes qui tuent des Palestiniens. L'impact est énorme sur le moral des Fédayines et le Shin Bet en profite. Reuven Paz en sait quelque chose. Au Shin Bet, son travail consistait à recueillir des informations en tout genre chez les Palestiniens. Certains d'entre eux me haïssaient, d'autres coopéraient avec moi, ouvertement ou secrètement. Mais d'une certaine manière, je faisais partie de leur vie. En septembre 70, Septembre Noir, il y avait beaucoup de Palestiniens qui, au lieu d'aller au Liban ou en Syrie, en s'enfuyant de Jordanie, traversaient en fait le Jourdain et rentraient en Israël, enfin en Cisjordanie, sous administration israélienne. Il y en a qui se sont mis à éprouver une certaine gratitude envers nous. On ne les avait pas arrêtés et même on donnait parfois à ceux qui étaient originaires de Cisjordanie l'autorisation de rester.
Je dois dire que ça a été une excellente source de recrutement de Palestiniens pour le renseignement israélien. Je veux dire, pour les services de sécurité. Évidemment, par rapport à la société palestinienne, c'était de la haute trahison. Mais bon, j'ai rencontré comme ça toutes sortes de Palestiniens. Certains, les plus jeunes, cherchaient l'aventure. Leur vie était tellement misérable. D'autres voulaient de l'argent. D'autres encore, c'était pour aider leur famille qu'ils coopéraient avec Israël. Et certains, c'est ce qui m'a le plus surpris, voulaient seulement être en contact étroit avec des Israéliens. Vous auriez des exemples? Non, je ne préfère pas. Nous parlons de gens qui sont encore vivants. Côté palestinien, on avait dû assimiler très vite les principes de base de la guerre secrète. Parmi ceux-là, le retournement d'un agent palestinien enrôlé par le Shin Bet. Il y en avait qui venaient nous voir et qui nous racontaient tout. Nous, on jouait fin. On les rassurait, ok, tu peux rester avec eux. Et on leur donnait des missions à remplir en face. Bon an, mal an, ça réussissait bien. On récoltait des informations utiles sur les Israéliens. Il pouvait arriver que l'officier traitant israélien soit plus gourmand que d'habitude. Par exemple, il demandait à son agent palestinien « Livre-nous, Abu Daoud ». Moi je lui disais, dis-lui que c'est ok. L'autre en face, il nous prenait à la légère, alors il plaçait son agent de sécurité au moins 1 kilomètre derrière lui et il venait tranquillement à pied. Moi, pas fou, je plaçais mon agent juste derrière moi, alors au lieu que ce soit eux qui nous canardent, on pouvait leur tirer dessus. C'est comme ça qu'ils ont perdu plusieurs officiers. À mon avis, le tournant, ça a été 1971. Le roi Hussein, Septembre Noir. C'est pendant les années 70 que les Palestiniens ont appris à devenir méchants. Ils ont appris à se battre. Ils ont appris à se battre et pour eux la fin justifie les moyens. Désormais, les Palestiniens visent aussi des cibles civiles au cœur d'Israël. Et leurs alliés sont parfois encore plus sanguinaires. Dans l'aéroport de Lod, des gauchistes japonais alliés du FPLP tirent dans la foule. 25 morts, 76 blessés. La réplique israélienne est immédiate, elle vise les responsables. Les 2 porte-paroles du FPLP vont figurer parmi les premières victimes. Quelques jours après le massacre de Lod, Ghassan Kalafani est tué par une bombe. 2 semaines plus tard, c'est Bassam Abou Sharif qui est visé. Les Israéliens ont essayé de m'assassiner en 1972. Cette année-là, on était en pleine guerre secrète, la guerre du terrorisme. Des 2 côtés, on s'envoyait beaucoup de lettres piégées. D'ailleurs, on avait pas mal réussi dans ce genre de travail. En envoyant des petites choses aux Israéliens, beaucoup de leurs diplomates avaient été tués en Europe. Bref, on était dans un cycle de représailles. C'était le 25 juillet. Je suis arrivé à mon bureau à 8h30 du matin. J'avais reçu un colis contenant un gros livre. Il y avait un tampon sur l'enveloppe. Certifié sans explosifs, vérifié par le gouvernement libanais. J'étais debout, je regardais de quoi il s'agissait. J'ai tourné quelques pages. J'ai vu que certaines étaient collées. Il y en avait 10 sur le dessus et 10 sur le dessous. J'ai ouvert le livre. J'ai tourné les pages, les charges se sont connectées. Et ça a explosé. Bien sûr, ça n'a duré qu'une portion de seconde. Le moment où j'ai vu, je n'ai eu que le temps de m'écarter et d'essayer de me protéger.
pull back and protect myself. Dans cet attentat, il perdra un œil, un tympan et quelques doigts. Il faudra également lui reconstruire le visage. Monsieur Zamir, il s'appelait Zamir, il dirigeait le Mossad. Un jour, un de mes amis lui a posé la question. Mais pourquoi Bassam Abu Sharif? Il a répondu pour deux raisons. D'abord, j'ai reçu un ordre direct de Golda Meir de tuer Hassan Khalafani et Bassam Abu Sharif. Je l'ai fait. Ensuite, ne pensez pas que ces gens, Bassam Abu Sharif et Hassan Khalafani, ne sont que des hommes de culture. Non, non, ils sont dangereux. Mais pourquoi? Alors il a dit, leurs mots sont plus dangereux pour Israël que des balles. Fin 1971, le Premier ministre jordanien est tué dans un attentat. L'organisation appelée Septembre Noir vient de naître. Ce nom de guerre appelle d'abord à la vengeance contre la Jordanie. Personne ne sait encore que derrière Septembre Noir, il y a Abu Yad. C'est lui qui va confier à Abu Daoud l'organisation de la prise d'otage du village olympique de Munich. Munich, le 3 septembre 1972, Abu Daoud y est déjà. Il attend un groupe de 8 jeunes Palestiniens. 3 ou 4 jours après le début des Jeux Olympiques, nos gars sont arrivés. Et on les a regroupés. Les armes sont aussi arrivées à Munich et je les ai mises en sûreté dans une planque. J'étais déjà allé repérer le village olympique 2 ou 3 fois. Alors j'ai réuni les gars et je leur ai expliqué les consignes. Surtout que personne ne tue aucun otage, sauf pour vous défendre. Les otages, on les veut vivants. Dès le début, c'est de l'improvisation. Cherchant à faire pénétrer le commando dans le village olympique, Abu Daoud voit des sportifs américains escalader une grille pour rentrer après une soirée. J'ai profité de l'occasion. J'ai dit, allez les jeunes, on va les aider. Alors je leur ai fait la courte échelle, un Américain, un Palestinien, un Américain, un Palestinien, jusqu'à ce qu'ils soient tous rentrés. Mon rôle s'est arrêté là. Le reste, c'était l'affaire du chef du commando. J'ai acheté un transistor, je suis rentré à l'hôtel, j'ai commencé à écouter la radio. Il y a d'abord eu un flash d'information qui disait « Les otages se sont sauvés, les Fedayines sont en fuite ». Et puis, il y en a eu un deuxième, les Fedayines tués, les otages libérés. J'étais effondré. Je me suis dit « C'est pas possible ». Alors le lendemain, j'ai pris l'avion de Rome pour rejoindre Abu Yad en Afrique du Nord. À ma descente de l'avion, j'entends la radio. Des otages tués, 5 Fedayines tués et 3 blessés. Sur le coup, j'ai été soulagé. Je me suis dit, ah, nos jeunes au moins. Parce que juste avant ça, il y avait eu 2 ou 3 opérations où les gars s'étaient rendus, où il y avait eu des doutes, et ça avait secoué tout le monde, alors que là, ça nous a remonté le moral. À Munich, tout était allé de travers. Résultat, 11 otages tués. Certes, l'intransigeance israélienne, la pression du comité olympique pour qu'on fasse vite, et l'intervention bâclée de la police allemande, tout cela a pesé lourd. Mais on ne peut pas oublier que c'était une prise d'otage par un commando armé et que 2 sportifs israéliens ont été tués dès le début. Cette affaire va discréditer la cause palestinienne pour longtemps, et pour les Israéliens, désormais, tous les coups seront permis. Je dois vous dire que ce qu'ils ont fait à Munich, c'était absolument, comment dirais-je, inhumain. C'était extrêmement difficile de traiter ce type de terrorisme. Alors, certaines personnes, c'est-à-dire les responsables politiques, ont décidé d'éliminer les gens impliqués dans ces assassinats. Zvi Zamir, le chef du Mossad, et Aaron Yariv, l'ancien patron de la MAN, orchestrent les représailles. Elle commence par un grand raid des services spéciaux israéliens. En avril 1973, ils attaquent le quartier de Verdun à Beyrouth
et liquide 3 chefs palestiniens. À la tête des commandos, le lieutenant-colonel Ehud Barak. C'est Barak qui a dirigé l'attaque. Il était déguisé en femme. Il était au milieu de la rue, il tirait sur les fenêtres alentour. Et avec lui, il y avait une femme qui s'appelait Amina El-Moufti. C'était la femme d'un pilote de chasse israélien. Elle n'était pas arabe, mais originaire d'Asie centrale, tcherkesse. Comme elle parlait arabe, elle se faisait passer pour jordanienne. Elle avait réussi à s'introduire chez Abou Youssef. Le terrain préparé par des explosifs, les commandos israéliens passent dans les immeubles repérés par les agents de renseignement, là où vivent quelques-uns des plus importants responsables de l'OLP à Beyrouth. Ils ratent de peu Arafat, mais tuent Abou Youssef et sa femme, ainsi que 2 autres dirigeants. La suite de ces représailles prendra le nom de code de vengeance de Dieu. Les équipes de tueurs vont traquer partout ceux que les Israéliens jugent impliqués de près ou de loin dans une action terroriste où il y a eu mort d'hommes. Parmi ces spécialistes, rassemblés par le Mossad, il y a Yossi. Mes chefs m'ont mis dans une Mercedes et je suis allé au Liban, sans aucun problème d'aucune sorte. Et là-bas, j'ai rencontré nos amis et collaborateurs libanais. On avait beaucoup de travail dans cette période, parce que il fallait absolument qu'on mette la main sur ces gens. Vous avez des noms précis? Bien sûr. Vous en avez? The Red Prince, le prince rouge, Monsieur Ali Hassan Salamé, Dieu le garde. C'était le numéro 2, après Abu Daoud. Qu'est-ce que vous vouliez faire de lui? Le tuer. Directement ou par l'intermédiaire de quelqu'un chargé de le faire? Écoutez, à l'époque, même aujourd'hui, si j'attrapais Abu Daoud, non, Ali Hassan Salamé, même aujourd'hui, je le tuerais. Personnellement, je connais absolument tout sur ce type. La plupart des hommes, à tort probablement, préfèrent les blondes. Et alors? On lui a trouvé une blonde. Une Israélienne? Non. Une Européenne? En janvier 1979, après 6 ans de traque, la blonde du Mossad appuiera sur la télécommande d'une bombe et s'en sera fini d'Ali Hassan Salamé, le séducteur du terrorisme palestinien. Hassan Salamé avait au moins 3 maîtresses. C'est l'une d'elles qui l'a tué. Une de trop. Ali Hassan Salamé n'avait rien à voir avec Munich. Or, il a été tué soi-disant à cause de Munich. Yasser Arafat lui avait demandé de prendre des contacts, notamment avec les Américains, le gouvernement, les services secrets, la CIA. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Faut-il aller chercher aussi loin la raison de sa mort? Ali Hassan Salamé faisait partie des dirigeants palestiniens liés de près ou de loin au terrorisme. Pour les Israéliens, cela suffisait. Car désormais, la guerre secrète faisait rage. Terrorisme et contre-terrorisme. Yael connaît bien tout cela. Ces années-là, il voyageait en Europe. Moi, j'étais en Europe. Qu'est-ce que vous faisiez en Europe? Comme dit le bédouin, je cherchais des chameaux. Hamshari, Noël Saïter, Kader. Le nom du Mossad est cité dans la presse à propos de ces assassinats. Vous étiez dans ces coups-là? Non. Mon travail à moi, c'était de collecter des informations. Mais bon,
Il y a beaucoup de choses. De toute façon, ces informations ne m'appartiennent pas. Je ne les donnerai pas. Ça va être publié un jour? Quand est-ce qu'on pourra les avoir? Voyons, dans 50 ans peut-être. Numéro 1 des opérations de Septembre Noir, Abu Daoud est évidemment dans le collimateur des Israéliens. Mais c'est un professionnel, dur à attraper. Yossi a beaucoup travaillé sur le sujet. Abu Daoud, je serais très heureux de le rencontrer. Et je sais sur Monsieur Abu Daoud beaucoup plus que ses maîtresses, si vous voulez. Une fois, si je me rappelle bien, c'était en 1974, j'étais à Vienne. J'ai remarqué que j'étais suivi. C'est mon métier. Ce sont les Égyptiens qui m'ont formé à repérer si je suis filé. Dans la rue, si je vois un visage, et 2 rues après je vois le même visage, je sais que je dois me méfier. Qu'est-ce qu'il fait ici? Donc quand j'ai vu ça, j'ai filé. J'ai pris la voiture et j'ai roulé jusqu'à Zagreb. J'ai passé la nuit là-bas. Le lendemain matin, en allant prendre mon petit déjeuner, j'ai revu la même personne dans Zagreb. J'ai repris la voiture, j'ai filé à Belgrade et puis à Sofia. Là-bas, quelque temps après, je revois la même personne à l'hôtel. Alors je monte dans ma chambre, je tire l'armoire devant la porte. J'avais un ami bulgare, un haut responsable des services de renseignement. Je lui téléphone. Viens vite, c'est urgent. Ils sont venus, ils les ont embarqués, ils les ont reconduits à la frontière. 1973, la guerre du Kippour. Persuadés que jamais les armées arabes ne les attaqueraient, les Israéliens se sont laissés surprendre par l'attaque égyptienne et syrienne. On frise la catastrophe, et la victoire laisse malgré tout un goût amer. L'armée israélienne n'est plus invincible, et l'opinion publique voit dans cette impréparation la faillite des services de renseignement, surtout les renseignements militaires. Le plus grand échec du renseignement israélien, ça a été l'évaluation de l'information que nous avions collectée avant la guerre du Kippour. Car, pour parler franchement, la grande victoire de la guerre des 6 jours avait semé une idée fausse dans l'armée, les services de renseignement et la population. L'idée que nous étions invincibles. Et ça, c'était une grande erreur. C'était l'erreur de base. Un jour, dans une réunion d'officiers, le chef des renseignements militaires nous dit: un agent officier dans l'armée irakienne vaut, pour moi, tous les agents que nous avons dans les organisations palestiniennes. Évidemment, c'est terrible quand les Palestiniens attaquent et tuent 20 Israéliens ou plus, mais ça n'a jamais été considéré par les généraux ou les responsables politiques israéliens comme une menace majeure pour la sécurité d'Israël, comme par exemple une attaque militaire des Syriens, des Égyptiens, des Irakiens ou des Jordaniens. La mission, c'est donc de recruter des agents, dans mon cas, dans les armées arabes. Dans le sale monde de l'espionnage, c'est un travail, pour ainsi dire, relativement propre, c'est-à-dire qu'il y a un combat équitable. Vous avez votre cible. Par exemple, M. Mohamed Hussein, pilote dans l'aviation égyptienne. Ok. Vous avez à recruter quelqu'un que vous choisissez dans les territoires occupés parce qu'il a accès à ce pilote égyptien. Vous n'avez besoin ni de le mettre en prison, ni de le forcer. Notre travail, c'était de trouver dans sa personnalité un point faible, s'il en avait, et puis de tenter de le convaincre que s'il travaillait pour nous, ça serait bien pour lui, sur le plan financier ou quelque chose d'équivalent.
ou bien de lui faire miroiter un avenir en dehors du Moyen-Orient. Bien sûr, c'est quelque chose de très difficile, parce que, vous savez, parfois c'est déjà difficile d'amener quelqu'un à vous préparer une tasse de café. Alors, essayez donc de convaincre quelqu'un de risquer sa peau. Juin 1976, réunion de crise du gouvernement israélien. Les services secrets ont trop vite sous-estimé les Palestiniens qui se rappellent à leurs bons souvenirs. Un avion d'Air France vient d'être détourné sur l'Ouganda. 206 passagers israéliens ou juifs sont retenus sur l'aéroport d'Entebbe par le groupe de Wadi Haddad, mais aussi par le président ougandais Idi Amin Dada. Jusqu'à très récemment, celui que nous appellerons Nathan a rempli et dirigé de nombreuses missions particulièrement dangereuses. C'est pourquoi il ne souhaite pas être reconnu, il risque sa vie. Entebbe, Nathan connaît. Il y a reçu son baptême du feu. Je suis dans les forces spéciales. On a été sélectionnés vu nos aptitudes physiques et psychologiques. Et nous sommes extrêmement entraînés à faire face à n'importe quelle situation. Il y a eu une longue phase où le recueil d'informations était crucial. Certaines unités spéciales ont été postées avant l'arrivée des forces principales pour pouvoir en temps réel donner l'information où se trouvait chacune des cibles. Il était primordial de pouvoir tirer et abattre les preneurs d'otages, tous en même temps. Au moment où le Premier ministre Yitzhak Rabin annonce qu'Israël va négocier, tout est prêt pour l'opération. Un avion avec à son bord des commandos des forces spéciales s'apprête à accomplir un raid de 4000 km pour intervenir sur Entebbe. L'attente était plutôt longue en chemin entre Israël et l'Afrique, dans un long vol où chacun se prépare mentalement. Je me souviens demandant à un camarade est-ce qu'il a peur et lui me répondant non. Il me demande si j'ai peur et je lui réponds oui. Depuis le début de l'affaire, l'OLP, qui avait décidé d'abandonner les opérations extérieures, autrement dit le terrorisme, essayait de calmer le jeu. Ce fut la mission de Hani El Hassan, le spécialiste des affaires délicates du Fatah. Là où la diplomatie échoue, nous intervenons. J'ai tout fait pour convaincre Idi Amin Dada. Je suis allé le voir en tant que représentant de Yasser Arafat, en accord avec Sadat. J'ai trouvé Idi Amin qui m'attendait dans une salle d'honneur de l'aéroport. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis presque arrivé à un accord et vous venez pour en retirer le bénéfice ?» Il pensait qu'il allait empocher la rançon pour l'avion français. Il en demandait 3,5 millions de dollars. Je lui ai dit que la France était un pays souverain et qu'elle n'accepterait pas de payer cette rançon. Et je lui ai proposé, si ça ne marchait pas avec la France, que ce soit nous, l'OLP, qui payons la somme de 350 000 dollars. Idi Amin Dada refuse. Or, les services de renseignement palestiniens savent que les Israéliens vont intervenir. Bien sûr, on ne connaissait pas l'heure de l'assaut, mais on savait que les Israéliens n'avaient pas l'habitude de négocier des otages. J'ai refusé de dormir là-bas. Une manière de lui faire comprendre que l'assaut pouvait intervenir d'une minute à l'autre. Hani El Hassan quitte Entebbe. Dans la nuit, les commandos israéliens attaquent.
Quelques heures plus tard, le retour des otages sur l'aéroport de Tel Aviv se fait dans l'enthousiasme. De nouveau, les Israéliens communient avec leur armée. Les services spéciaux sont redevenus l'élite d'Israël. J'ai vu ça en tant qu'un travail qui se fait. Je ne partageais pas l'hilarité, l'enthousiasme israélien du fait que nous avons libéré des otages, tué des ennemis. Ça permet à beaucoup des Israéliens de croire que la force peut toujours tout régler, alors que ce n'est pas comme ça. Finalement, grâce aux pirates de l'air palestiniens, les combattants de l'ombre israéliens ont redoré leur blason. Cela ne profitera pas au gouvernement travailliste d'Yitzhak Rabin. 9 mois plus tard, la droite remporte les élections et le nouveau Premier ministre, Begin, confie la défense à Ariel Sharon. Installés au Liban depuis qu'ils ont été chassés de Jordanie, les Palestiniens sont devenus un État dans l'État, dans un pays qui chaque jour s'enfonce un peu plus dans la guerre civile. Depuis 1975, de terribles combats les opposent aux forces chrétiennes libanaises. Des deux côtés, les massacres et les représailles se succèdent. Les chrétiens libanais vont trouver en Israël un allié inattendu. Bientôt, un bureau du Mossad est installé à Beyrouth. Yael en est le responsable. Un Palestinien m'a parlé de vous. De moi? Oui, il disait que vous étiez l'homme le plus dangereux du Mossad à Beyrouth. Pourquoi? Il faudrait leur demander. Peut-être, moi je considère ça comme une appréciation professionnelle flatteuse, mais dangereux dans le sens de tuer. Qu'est-ce qu'on fait quand on est l'homme du Mossad à Beyrouth? C'est comme le berger qui cherche un pâturage pour sa vache. L'officier de renseignement va chercher des renseignements. Évidemment, Beyrouth, c'était un excellent pâturage pour le berger. On travaillait à recueillir des informations sur les organisations palestiniennes. Moi, je recrutais et j'organisais des sources. J'ai découvert à cette occasion que, c'est dur ce que je vais dire, tout le monde a un prix, a un tarif. Il y en a qu'on achète 100 livres, d'autres à 1 million. S'il y en a que l'on achète, d'autres collaborent pour en finir avec les Palestiniens. Au large de Beyrouth, sur des vedettes rapides, les agents israéliens rencontrent secrètement les chefs chrétiens phalangistes dans le but de chasser l'OLP du Liban. Mais d'autres chrétiens libanais désapprouvent ce que préparent Israéliens et phalangistes. Il n'est pas nécessaire alors d'acheter l'information, elle est offerte. Un jour, un jeune type est venu à mon bureau à Beyrouth. Il me dit, je peux parler? Oui, bien sûr, vous pouvez parler. Il regarde vers le garde du corps. Je dis, non, non, vous pouvez parler. Alors il pose aussitôt sur la table devant moi une carte avec des croquis. Et il commence à m'expliquer que les Israéliens arrivent pour envahir, en arrivant de ce côté-là, de celui-ci, vont vers là, et puis ils encerclent Beyrouth. Et alors les forces libanaises viennent du quartier de la Quarantaine jusqu'au campus de l'université américaine. Et alors, clap. Et il avait la date. J'ai dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Il dit, je l'ai trouvé sur le bureau du chef des forces libanaises. Je travaille pour lui, comme messager. Je lui ai dit merci, bon. J'avais ça, je l'ai donné à Yasser Arafat, à Georges Habash, et je l'ai donné aux Syriens, en disant, le 5 juin, il va y avoir une invasion, alors préparons-nous. Eh bien, le seul qui a cru ce que je disais, c'est Yasser Arafat. Et aussi le général palestinien Saad Sayed, qui devait être tué plus tard, en 1982, dans la vallée de la Bekaa. Les informations du jeune Libanais étaient exactes. Les services de renseignement israéliens préparaient beaucoup plus qu'une opération de police. Le 9 juin 1982, les troupes israéliennes passent à l'attaque.
Agissant de concert avec les chrétiens des forces libanaises, elles vont jusqu'à Beyrouth. Les Palestiniens sont écrasés sous une puissance de feu disproportionnée. L'intervention internationale permettra aux combattants de l'OLP de se retirer, embarquant dans le port de Beyrouth sous la protection des casques bleus français de l'ONU. Le chrétien Béchir Gemayel, chef des phalangistes, est alors élu président de la République du Liban. Mais le 4 septembre, tout bascule. Il est tué dans un attentat vraisemblablement commandité par la Syrie, qui détruit le siège des phalangistes. Les Israéliens investissent alors Beyrouth-Ouest, jusque-là tenu par les Palestiniens et leurs alliés de la gauche libanaise. Le 16 septembre, les forces spéciales phalangistes, ivres de vengeance, pénètrent dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, officiellement pour les nettoyer des fédayines qui y restent. C'est le massacre. Pendant l'occupation israélienne du Liban, je travaillais déjà dans les services secrets israéliens. Je sais exactement ce qui s'est passé là-bas. Ce massacre a été fait par des Libanais sur des Palestiniens dans une zone occupée par des Israéliens. Donc nous avons une responsabilité là-dessus. Nous avons essayé d'exploiter, ça se fait par les services de renseignement, ces choses-là, nous avons essayé d'exploiter la motivation des phalanges et la haine qu'ils avaient contre les Palestiniens, d'exploiter ça. J'ai toujours été contre. Moi, j'ai toujours pensé que les services de renseignement israéliens ne doivent pas employer ces méthodes d'influence sur des groupuscules et d'essayer de bouleverser d'autres pays tels que les Américains l'ont fait en Amérique du Sud. Je crois que c'est toujours une erreur de faire cela. Pour la première fois depuis l'histoire d'Israël, je suis fier de le dire, en employant les outils de la démocratie, beaucoup de gens se sont retrouvés manifestés contre cette occupation, et je crois que ça fait partie du paradoxe israélien. On se retrouve la crème de la crème dans les services secrets, dans les autres unités spéciaux, combattre au Liban, et d'un autre côté on peut se retrouver dans le civil pendant le week-end faisant partie d'une manifestation qui est contre cette même occupation. Ainsi, l'intervention au Liban crée une nouvelle faille au sein de la société israélienne. La démission d'Ariel Sharon viendra la sanctionner. Les accords de paix de Camp David entre l'Égypte et Israël ont marqué une profonde mutation. Dans les années 80, la guerre de l'ombre et la marche vers la paix vont se mêler. Les États arabes, opposés à la paix, soutiennent les groupes islamistes radicaux et les actions terroristes des Abu Nidal et autres Carlos. Un peu partout en Europe, des cibles, d'abord israéliennes puis juives, sont visées par des attentats sanglants. Les Juifs sont ulcérés. Les éliminations de Palestiniens liées au terrorisme rencontrent l'indifférence des opinions et des gouvernements. J'ai participé à des opérations en Europe pour arrêter des activités faites surtout par des groupuscules libanais et palestiniens. J'ai participé à des actions d'élimination, des actions clandestines où Israël ne reconnaît pas sa participation. Vous avez participé à des actions à Paris? J'ai participé directement et indirectement à des activités d'élimination des plus gradés en Europe. Je ne veux pas donner plus de détails que ça. Les années 80 sont des années de confusion. Infiltration, manipulation par les uns ou les autres, ou les deux à la fois. Quand un Palestinien se fait tirer dessus, qui peut savoir la main qui dirige? J'étais à Varsovie en mission. J'étais assis à une table de bistrot pour prendre un café. Avant qu'on m'amène un café et un verre d'eau, quelqu'un est arrivé, il a tiré. J'ai été touché à la main. Je lui ai sauté dessus. Il a tiré 5 autres balles. L'homme est solide. Après plusieurs mois d'hospitalisation, il en réchappera. Et qui a voulu le tuer? Les Israéliens, parfois ils tuent par procuration. Ils recrutent un arabe, lui donnent de l'argent, lui font miroiter des tas de choses, et ils l'envoient tuer un Palestinien. Celui qui a tiré était membre du groupe d'Abu Nidal
un dissident du Fatah, vieille connaissance d'Abu Daoud. Nous avons travaillé ensemble sur le plan politique, mais nous nous sommes séparés lorsqu'il a tué Saïd Hamami à Londres. À ce moment-là, je suis allé le voir à Bagdad et je lui ai dit « Ta ligne politique est dangereuse. Qu'un Palestinien tue un autre Palestinien, non, il ne faut pas régler nos différends à coups de silencieux. » Au service des États arabes radicaux, Abu Nidal liquide les Palestiniens qui négocient avec Israël, mais on le soupçonne aussi d'être infiltré par le Mossad et la CIA. Agent double, agent triple, savoir qui travaille pour qui devient de plus en plus difficile. Les terroristes sont de plus en plus marginalisés. Depuis que Carlos est orphelin de son maître à penser, Wadi Haddad, sa stratégie est de plus en plus opaque, de plus en plus personnelle. C'était à Budapest en 76 ou 77. Un ami palestinien nous avait présenté. Souvent, on se retrouvait pour déjeuner ensemble. On avait des lignes politiques très différentes, alors on ne parlait pas du travail. Lui, il avait des ambitions universelles. Il aspirait à devenir le nouveau Che Guevara. Et il avait des partisans partout, en Amérique latine, en Europe, et même dans les pays arabes. Ces savoureuses rencontres entre les deux terroristes, l'ancien et le nouveau, se déroulent évidemment à l'Est. Or, on a souvent soupçonné les liens de Carlos avec le KGB. Accueilli dans la Liesse en Tunisie, l'OLP veut reprendre pied sur la scène internationale, alors elle prend ses distances avec le terrorisme et avec le KGB. En fait, il n'y a pas d'opération extérieure sans l'appui d'une puissance étrangère. Ça a été de plus en plus net. Et moi, je pense qu'à l'époque, le KGB a eu beaucoup de responsabilités dans les opérations qui ont été menées. Les Américains utilisaient les Israéliens contre les États de la région et le KGB utilisait les groupuscules terroristes contre Israël. C'était une guerre par procuration. Donc on suivait ça de près, la sécurité palestinienne et spécialement celle du Fatah. Et on essayait d'empêcher ces opérations. Nous avons commencé à discuter très ouvertement avec les services secrets occidentaux. Nous leur avons dit, nous sommes prêts à vous aider à lutter contre le terrorisme à condition qu'Israël cesse ses tueries contre nos responsables. Les Italiens, on les a beaucoup aidés à l'occasion, et les Français aussi, beaucoup. Un jour, j'étais avec le chef des renseignements de la marine française. Je lui racontais quelque chose. Il me dit, ce que tu me racontes, c'est de l'or. On avait intercepté des valises bourrées d'explosifs dans un avion français qui allait en Suisse. La normalisation ne va pas de soi, car les actions extérieures sont essentielles à la culture palestinienne de la lutte. Et puis, il y a aussi les contentieux, des lois du talion à respecter. À l'automne 1985, l'unité spéciale palestinienne Force 17 va déclencher une réaction en chaîne en liquidant 3 agents du Mossad dans le port de Chypre. Après Munich, on a décidé de ne plus faire d'opérations extérieures. Mais bon, sauf dans des cas très particuliers. Là, ceux qui ont été attaqués à Chypre, c'étaient des agents israéliens, des agents du Mossad. Et c'était une partie de ceux qui avaient tué Ali Hassan Salameh. Et lui, c'était un haut responsable de la sécurité palestinienne. Et il faut savoir que dans la tradition des services de sécurité, on ne peut pas laisser passer le meurtre d'un responsable. Sinon, c'est tout le dispositif qui se discrédite. Il croit venger Ali Hassan Salameh, leur ancien chef, mais il y a erreur sur la cible. C'était bien une équipe du Mossad, mais pas la bonne. Les forces spéciales israéliennes répliquent en bombardant Force 17 et l'OLP à Tunis. Bilan, 47 morts et 56 blessés. Alors,
6 jours plus tard, des Palestiniens du Front de libération de la Palestine, groupuscule faisant partie de l'OLP, s'emparent du paquebot de croisière italien Achille Lauro. On a su, quelques jours avant, des informations qui d'abord parlaient d'une opération qui va être menée par le groupe d'Abou Abbas. En fait, nous ne savions pas quelle va être la cible. Dans le monde du renseignement, quand une information, même partielle, apparaît au niveau de quelque chose d'aussi grave, automatiquement, des opérations de renseignement se font partout. Là où les terroristes font leurs plans, jusque là où ils sont. Nous avons eu des informations extrêmement précises, là où se trouvent les armes, qui ont été acheminées comme d'habitude, ça se fait par voie diplomatique de pays arabes tiers ou d'autres pays. Je sous-entends l'Iran, la Libye. Finalement, par malentendu technique, les services secrets italiens qui étaient supposés intervenir là où les armes étaient placées ne sont pas arrivés à la bonne adresse. Et quand la bonne adresse a été découverte, c'était déjà 1 heure après que l'Achille Lauro a été kidnappé. Les négociations avec le commando pirate vont durer plusieurs jours. Lorsque les terroristes repartent libres sur un remorqueur, on découvre qu'un passager juif américain, Léon Klinghoffer, a été tué. Les Américains interceptent en Sicile l'avion d'Abou Abbas, le chef du commando. J'étais à Tunis. Il y avait un officier de liaison entre nous et la sécurité italienne. Il vient chez moi, il me dit, il y a un problème. L'avion qui transportait Abou Abbas, les Américains l'ont forcé à atterrir en Sicile. Est-ce qu'on autorise les Américains à attaquer l'avion? C'est le Premier ministre qui pose la question. Le ministre de la Défense, lui, est plutôt pour. Je lui ai dit, je ne peux pas assumer une telle responsabilité politique. Je vais en référer à mes supérieurs. J'appelle mes chefs, on me passe à Bouayyad, je lui explique la situation. Qu'est-ce que je leur dis? Il me répond, explique-leur ceci. Hani El-Hassan est dans l'avion en plus d'Abou Abbas. Et dans cet avion, il y a aussi le chef de la sécurité égyptienne. La peur du terrorisme a parfois du bon. Aucun gouvernement ne souhaite de problème avec l'OLP. Alors l'information fait son effet sur l'officier du renseignement italien. Il avait un appareil spécial pour brouiller la ligne. Il appelle le bureau des relations extérieures de la sécurité italienne. Et donc, le Premier ministre de l'époque, Bettino Craxi, n'a pas laissé son ministre de la Défense, Spadolini, décider de l'attaque de l'avion égyptien. Si ça s'était fait, ça aurait été un massacre. Et maintenant, ce que je peux vous dire, Hani El-Hassan n'était pas dans l'avion. Pourquoi ce bluff? Pas question de laisser tomber un chef palestinien. Et puis l'Achille Lauro, c'était quand même des représailles pour le bombardement de Tunis. Abou Abbas avait agi en dehors de tout cadre officiel OLP. Pourtant, Abou Abbas faisait partie de l'OLP. Oui, mais après ça, on lui a bien remonté les bretelles et maintenant il est avec nous dans la ligne d'Oslo. Désormais, pour l'OLP, le temps de la diplomatie est venu. La première rencontre rassemble des hommes de l'ombre, côté israélien, des chefs de l'Aman et du Shin Bet, côté palestinien, la sécurité politique. Les Israéliens ont souhaité commencer des négociations secrètes, mais entre officielles, avec l'OLP. J'ai alors été chargé de diriger cette négociation. Nous nous sommes rencontrés à Paris le 6 janvier 1986 pour discuter de la tenue d'une conférence internationale pour la résolution de la question palestinienne. Lorsque la réunion a commencé, j'ai insisté pour qu'ils prennent acte qu'ils s'asseyaient avec nous en tant que représentants de l'OLP et du peuple palestinien.
Alors là, on est resté en suspens plus de 3 heures. La négociation était menacée. Et puis ils ont accepté. Plus tard, lorsque l'intifada a commencé, ces négociations ont été interrompues. Une insurrection spontanée, favorisée par une agitation qui part des mosquées. Avec l'intifada, la guerre des pierres, les territoires occupés redeviennent en 1987 le centre du conflit. Jusqu'à l'intifada, le rôle du Shin Bet, c'était de faire en sorte que les territoires occupés restent tranquilles, sans violence apparente, jusqu'à ce que le gouvernement israélien décide ce qu'on allait en faire. À mon avis, il y avait même des premiers ministres qui préféraient ne pas savoir certaines choses. Ils ne voulaient pas être accusés d'avoir participé à des choses qui auraient pu se révéler gênantes pour eux par la suite. Je n'ai pas été surpris que l'intifada éclate à partir de la bande de Gaza. J'y ai fait de nombreuses visites, des visites professionnelles, surtout dans les camps de réfugiés. Le désespoir quotidien y était si grand. J'ai essayé de persuader les services de sécurité et l'administration civile en Cisjordanie et à Gaza de commencer à s'intéresser non seulement à la politique, au terrorisme et à la subversion, mais aussi aux conditions de vie des gens. L'OLP, d'abord marginalisé, va finalement profiter de l'intifada pour exister à nouveau. Abu Djirad, extrêmement populaire en Palestine, prend progressivement le contrôle de l'insurrection grâce à tout un réseau de jeunes militants sur place. La riposte israélienne sera tragiquement classique. Son élimination est confiée au Mossad et aux services spéciaux de l'armée. Abu Djihad a été pendant de nombreuses années une cible pour les services secrets israéliens. Il était extrêmement professionnel et a causé énormément de problèmes aux services israéliens. C'est lui qui a conçu de nombreuses opérations contre Israël, entre autres contre des cibles civiles israéliennes. Et donc, il a été décidé qu'il va être éliminé. Donc, il a été éliminé. J'ai fait partie de cette opération, tout ce qui touche le renseignement. Le renseignement, ça peut être celui qui dit que Abu Djihad est à la maison, par exemple, qu'il est rentré, qu'il est sorti, qu'il maintenant il se couche. Venu par la mer, un commando d'une 40aine d'hommes investit près de Tunis la villa d'Abu Djihad et le crible de Bâle. 2 ans après, au début de la guerre du Golfe, ce sera le tour d'Abu Yad. Le fondateur des services secrets palestiniens, opposé à Saddam Hussein, sera assassiné près de Tunis par un membre du groupe Abu Nidal. Arafat est désormais bien seul. Ses 2 plus proches compagnons ont été tués. Pourquoi pas lui? Il y a plusieurs cibles humaines qui sont des cibles à abattre d'après les conclusions des services de renseignement. Israël étant un pays démocratique, ces choses-là se font de façon organisée. Ce n'est pas n'importe qui vient et qui tue n'importe quoi. C'est une décision que doit prendre le Premier ministre lui-même et qui doit être approuvée par le cabinet israélien. Quand les services ont la possibilité d'abattre une de ces cibles, automatiquement un processus s'enclenche d'autorisation qui soit arrive ou soit n'arrive pas. Arafat est en vie et donc on ne peut pas parler d'une opération d'élimination d'Arafat. Mais je peux vous dire qu'Israël aurait pu abattre Arafat plusieurs fois, notamment au Liban, pendant la retrait des troupes palestiniennes. Arafat était dans le collimateur de plusieurs tireurs d'élite et finalement, il n'a pas été abattu, personne n'a essayé de l'abattre.
Si Arafat avait vraiment été notre cible à ce moment-là, on l'aurait tué. Je peux vous le dire, lorsqu'il est monté sur le bateau, on le voyait bien. Moi j'étais là et je le voyais comme je vous vois. Les Israéliens ont attaqué son QG à Tunis et il s'en est tiré. À Beyrouth aussi, il s'en est tiré. Ah, il a de la chance. Mais bon, il est toujours en vie, mais les Israéliens sont toujours autour de lui. Peut-être qu'il ferait bien de faire attention. Particulièrement en ce moment, qui sait. Yasser Arafat serait-il désormais épargné parce qu'il est aux yeux des Israéliens le seul interlocuteur possible pour aller vers la paix? C'est le paradoxe de ce conflit. Les éliminations des chefs n'ont pas encore cessé, que recommencent 20 ans après les contacts pour la paix, mais pas avant d'ultimes tentatives pour marginaliser l'OLP. J'étais en prison à Feignioula en 1988. J'ai été contacté par Shimon El Gonai, le coordinateur des forces israéliennes en Cisjordanie et à Gaza. Son raisonnement c'était, on doit parler avec les Palestiniens, on veut parler avec ceux qui sont les vrais leaders, vous êtes l'un de ceux-là, vous avez commencé à négocier avec nous, vous êtes de ceux qui nous ont lancé des pierres, qui nous ont combattus, alors pourquoi ne pas négocier avec nous? Je lui ai dit, il n'y a pas deux peuples palestiniens, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Quand Arafat combattait à Beyrouth, moi j'étais ici, mais c'était comme si je combattais avec lui là-bas. Et je suis sûr que quand je lance des pierres ici, pour lui, c'est comme s'il lançait des pierres ici. Si vous voulez négocier avec nous en tant que peuple, eh bien nous avons des chefs, négociez avec ces chefs. Il n'y a plus d'alternative. L'OLP va reconnaître l'existence d'Israël et Israël va reconnaître l'OLP comme seul représentant des Palestiniens. Les négociations secrètes reprennent à Paris. Les politiques qui les mènent sont encore des spécialistes de sécurité comme Ephraim Snee. J'ai participé à des opérations au sud Liban et dans beaucoup de raids de parachutistes. Et puis j'ai arrêté d'être un combattant. Je suis devenu un négociateur. En août, septembre et octobre 1988, j'ai conduit des négociations secrètes avec l'OLP à Paris, pour le compte de Rabin Peres, et avec le consentement muet Shamir, Premier ministre à l'époque. L'idée c'était d'arrêter l'intifada et de commencer des négociations israélo-palestiniennes immédiatement après les élections. On s'était engagé à commencer immédiatement des négociations sérieuses si Peres gagnait. Mais il n'a pas gagné. Comme d'habitude, il y a eu une attaque terroriste près de Jéricho. Une mère juive et ses 3 enfants ont été tués. Et ça a complètement modifié le résultat des élections. Au cœur de la vie quotidienne, le terrorisme est de plus en plus présent. Chaque camp a désormais ses extrémistes. Les uns veulent toute la Palestine, les autres tout Israël. Malheureusement, c'est le même territoire. Alors quand la paix se dessine sur l'idée d'un partage, ils s'y opposent et redoublent de violence. Dès 1980, des attentats à la bombe frappent des élus locaux palestiniens proches de l'OLP. Les extrémistes juifs, qui prônent le grand Israël, vont multiplier les attentats contre des cibles palestiniennes. Du moment où les territoires ont été colonialisés par des colons israéliens, une occupation de facto s'est faite, où tout doucement on a parlé de retour aux terres historiques. Du moment où le gouvernement israélien a décidé à ne plus freiner cette pression qui s'est faite par des groupuscules israéliens de droite, je crois que ça c'est le vrai problème et le grand obstacle au processus de paix. Le terrorisme juif s'organise, mais il n'est pas la priorité du Shin Bet qui reste principalement mobilisé contre le terrorisme palestinien.
Côté palestinien, le djihad islamique puis le Hamas ont fait leur apparition, et avec eux de nouvelles formes de terrorisme. Les Israéliens dynamitent les maisons des terroristes, commence alors la spirale de la répression et du martyre. J'ai eu droit à des remarques pas très aimables de la part des chefs du Shin Bet. On était en train de parler des destructions de maisons et j'ai dit, si vous détruisez ces maisons, pensez aux 20, 30 ou 40 enfants qui sont là tout autour et qui voient les ruines de leur maison. Pour Israël, les conséquences négatives l'emportent amplement sur tous les avantages que nous espérons en détruisant ces maisons. En effet, chaque destruction multiplie les lanceurs de pierres et les candidats aux attentats suicides. Mais la répression n'est pas la seule cause. C'est dans la misère des camps palestiniens que le Hamas recrute, surtout dans ceux de la bande de Gaza. L'OLP est loin, les organismes internationaux insuffisants. Les organisations islamistes, qui sont à la fois politiques, paramilitaires et sociales, prennent les gens en charge, organisent l'entraide, l'encadrement sanitaire et éducatif, et une grande partie de l'économie. Quand on y adhère, c'est à toute une organisation sociale et au mieux vivre que l'on accède. C'est ainsi que se développe un nouveau visage du terrorisme. Pour lutter contre lui, des agents israéliens très spéciaux, à Malte, Fatih Shkaki, le chef du djihad islamique. La guerre secrète n'a pas cessé. Je pense qu'elle a juste changé de forme, changé de chevaux. Moi, par exemple, je suis au Fatah. Mettons que je ne sois pas à Abu Daoud, juste du Fatah. Eh bien, je ne suis pas pourchassé par les Israéliens. Septembre 1993, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat signent l'accord de paix conclu 3 semaines plus tôt à Oslo. 10 mois plus tard, pour la première fois depuis 27 ans, Yasser Arafat est à Gaza, accueilli par une foule enthousiaste. Son retour a été préparé de concert par les services de sécurité israéliens et palestiniens. Mais ce rapprochement ne va pas arrêter la violence intégriste, bien au contraire. La victime la plus célèbre sera le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, assassiné par un extrémiste juif. Le jour de ses funérailles, ceux qui, avec lui, ont recherché la paix, lui rendent hommage. L'extrémisme palestinien frappe aussi. Mais lorsqu'en 1995, un terrible attentat à la bombe a lieu en Israël, Yasser Arafat, bientôt président de l'autorité palestinienne, condamne aussitôt. Les 5 années qui suivent verront la mise en œuvre de la coopération entre les services de sécurité, comme l'explique l'un des porte-paroles de Tzahal. Il y avait depuis les accords d'Oslo évidemment des relations très étroites entre officiels israéliens et palestiniens, également dans le domaine de la sécurité, puisque des deux côtés, nous avons bien vu que l'ennemi à la paix, l'ennemi à un règlement pacifique de ce conflit, était tout d'abord et principalement le terrorisme islamiste fondamentaliste, qui était pour nous un danger grand d'abord dans les territoires et également en Israël même. Je vous rappelle les attaques du Hamas contre des bus israéliens à Tel Aviv, à Jérusalem, des centaines de morts. Cette même mouvance islamiste et terroriste dans les territoires sous contrôle palestinien pouvait être vue par les Palestiniens comme un danger, comme une menace oppositionnelle au régime de l'autorité palestinienne et du Fatah. Une excellente illustration de cette convergence d'intérêts, c'est l'attitude de la sécurité intérieure palestinienne vis-à-vis du Hamas. Voici ce qui s'est passé avec le Hamas. Ils ont enlevé un de nos soldats. Et pourquoi? Ensuite, ils ont attaqué le siège de la sécurité palestinienne à Gaza. Ils l'ont démoli. Pourquoi? Ils ont fait ça aux Israéliens?
Nous, on avait signé la paix. On l'appliquait. Moi, je me suis engagé auprès de Yasser Arafat à rattraper 27 de leurs gars qu'on recherchait. On les a tous eus. Les gens du Hamas, on leur a bourré le crâne avec des fausses idées. Leur place, elle est en prison, pas ailleurs. Nous, on est une autorité, on a une direction, on a une ligne politique, c'est pas chacun sa boutique. Ils ont le même ennemi, ils coopèrent et même ils collaborent. À croire que les services secrets sont en avance, ils vont faire la paix entre eux avant les autres. J'ai une longue expérience de renseignement avec les groupes palestiniens et de façon assez paradoxale, ça m'a appris à connaître les Palestiniens et à reconnaître la qualité de beaucoup d'entre eux. Une grande partie des gens qui étaient des cibles, certaines des cibles à abattre et d'autres des cibles de renseignement, aujourd'hui sont devenus collègues. Je vois aujourd'hui la collaboration entre les services secrets israéliens et les services secrets palestiniens un garant pour la paix. Mais pour d'autres, le rapprochement entre collègues n'est pas l'essentiel. Ces 10 dernières années, les rencontres sur les questions de sécurité ont toujours eu la primauté sur les négociations politiques. Et plus les responsables de sécurité rapprochaient leur point de vue, plus la politique était laissée pour compte. Évidemment que les renseignements et la sécurité, c'est important. Il n'y a pas de doute, mais tout de même. Ce conflit, c'est un conflit entre deux communautés, pas entre deux services de sécurité. Si la paix n'est pas encore là, cela ne dépend pas d'eux, du moins pas totalement. Pourtant, les hommes de l'ombre des deux camps se connaissent bien à présent, si bien qu'ils sont devenus le baromètre de la guerre et de la paix. Quand c'est la paix, ils travaillent ensemble avec beaucoup d'efficacité. Et quand c'est la guerre, toujours avec la